Teilhard de Chardin, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je ne vais pas être trop long dans cette introduction, simplement pour vous dire que ça fait déjà plusieurs années, et je crois qu'avec Dominique ce soir, ça doit être le 10e événement que nous faisons autour de écologie et spiritualité. Alors, quel est le but? Ben, le but, le groupe de travail s'est dit, il y a un sujet là qui est important, c'est de voir en quoi la spiritualité peut aider l'écologie, si je puis dire, et comment l'écologie peut se nourrir de spiritualité. Donc, on s'est dit, il faut essayer de mettre en chantier ces dialogues. Et donc, on a demandé aux bouddhistes, au judaïsme, à l'hindouisme, évidemment, le christianisme, l'islam, mais aussi des spiritualités qu'on peut appeler l'éco-spiritualité, donc plutôt sans Dieu, hein, donc la spiritualité sans Dieu. On a demandé à tous ces gens de venir parler, de venir exposer ce qu'ils pensent de l'écologie, qu'est-ce que leurs traditions leur disent à ce sujet-là, et qu'est-ce qu'ensuite ils en font sur le terrain avec leurs fidèles. Donc ce soir, dans ce cycle écologie et spiritualité, eh bien, nous avons invité Dominique Bourg à venir nous parler. Donc d'abord, merci de vous être rendu disponible pour cette soirée. Et le thème de la soirée donc, est toujours dans la continuité écologie et spiritualité, avec un angle un petit peu particulier qui est le vôtre. Vous avez vu le titre, Réalisation de soi et écologie. Pour vous présenter, Dominique, bon, déjà, la première chose, je crois, la plus importante, c'est que vous êtes passionné, intéressé, vous travaillez dans le domaine de l'écologie depuis plus de 30 ans. Donc déjà, ça, c'est une première chose impressionnante, je dirais. Vous êtes titulaire de deux doctorats, élu professeur ordinaire à la faculté des géosciences de l'environnement de l'Université de Lausanne, et vous habitez toujours en Suisse, hein. Absolument. Et, directeur de collection, fameuse édition PUF, bien sûr. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est que votre réflexion se poursuit, même si vous êtes aujourd'hui à la retraite, les réflexions se poursuivent et vous avez accepté de nous parler de réalisation de soi et écologie. Voilà, je n'en dirai pas plus et je vous passe la parole. N'hésitez pas à ajouter ou corriger les choses que j'ai pu dire. Non, non, c'est très bien. Merci Bruno. Bonsoir à tout le monde. Non, tout est juste. J'ai rien à ajouter. Je vais rentrer directement dans le sujet. Alors en fait, qu'est-ce que je vais faire? Bon, deux mots quand même sur ce qu'on appelle écologie intégrale, hein. C'est une expression qui est employée par divers auteurs. Oui, donc de Campbell américain jusqu'à évidemment Laudato Si, hein, l'encyclique du pape François. Alors, écologie intégrale, ça veut simplement dire, comme le mot l'indique, hein, c'est une écologie qui n'est pas partielle. Alors, de façon plus précise, c'est lorsqu'on rapporte l'écologie à un projet nouveau de civilisation, à une bascule souhaitée et souhaitable de civilisation, ce qui était tout à fait le cas dans l'encyclique Laudato Si. Donc, dans ces cas-là, l'écologie n'est pas quelque chose de partiel, mais qui innerve un projet de société tout à fait global et qui va très loin. Alors, une fois que j'ai dit ça, juste avant de partager l'écran, moi, je vais repartir d'une publication récente que j'ai faite, qui n'est pas sur l'écologie intégrale en tant que telle, qui est sur la question des limites planétaires, qui s'appelle Leçon des limites planétaires, hein, qui a été publiée fin août chez Actes Sud. Et dans ces leçons des limites planétaires, justement, on dresse cette espèce les différents volets de cette bascule de civilisation. Et vous allez voir qu'il trône d'une certaine manière les enjeux spirituels. C'est-à-dire on peut pas assumer, aller dans le sens de cette bascule sans que la question de la spiritualité au sens de la réalisation de soi soit au cœur de ce qu'on appelle alors l'écologie. Donc voilà, je vais partir de ce référentiel, hein, que vous avez là sous les yeux, et encore, vous n'avez pas la dernière version, vous avez l'avant-dernière lorsqu'il était question seulement de 6 limites planétaires. Alors, quelques mots sur ce référentiel. Ce référentiel des limites planétaires, il naît en 2009. Alors, on avait transgressé, je vais revenir après, hein, trois limites. À l'époque, c'était ce que vous avez tout en bas, là, celle sur les flux de phosphore à d'azote. Ça concerne nos activités
agro-industrielle. Et puis les deux limites qui sont fondamentales, celle touchant le dérèglement climatique et celle touchant la biodiversité et l'intégrité de la biosphère. Là, ces deux limites-là, biosphère et climat, il suffit une seule bascule pour qu'en fait l'ensemble, d'une certaine manière, bascule. Donc voilà, ça c'était les trois limites qui étaient transgressées en 2009. Alors justement, faites bien attention, une limite planétaire, ça n'est pas une loi de la nature. Par définition, les lois de la nature, on n'a pas le choix, on ne sait même pas que l'on s'y conforme. Elles sont nécessaires, donc elles ne peuvent pas ne pas être, on ne peut pas ne pas les suivre, c'est pas possible. Alors qu'une limite, les limites sont, comme vous le voyez là, elles sont tout à fait transgressables. À partir du moment où on quitte le vert, j'expliquerai d'où vient le vert, et qu'on arrive dans l'orange, il y a une transgression. Oui, ces transgressions, évidemment, elles vont jouer chez les lois de la nature, mais les transgressions en question, elles vont définir un état du système Terre qui ne nous est pas du tout favorable. Là, ce que vous avez en vert, c'est ce qu'on a appelé l'Holocène, c'est-à-dire c'est la période qui s'ouvre à la fin du dernier rebond du précédent ère glaciaire, après le Trias récent, et qui se fermerait dans les années 50 avec les premières explosions thermonucléaires, mais surtout l'envolée de toutes les activités humaines après-guerre, à compter du tout début des années 50. Donc là, ce vert, donc, ce qui concerne cet Holocène, qui a duré 11 700 ans, eh bien, c'est la séquence géologique qui a été la plus favorable aux activités humaines, au développement de sociétés, avec un raffinement croissant de la division sociale du travail, et ce qui a permis notamment l'agriculture, à laquelle l'agriculture a permis justement une division plus affinée du travail, puis de libérer des gens de la production alimentaire, et donc eh bien de donner lieu à toute l'efflorescence des savoirs et des pratiques qu'on a connues à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment important de le savoir. Quand on transgresse les limites planétaires, on sort de cette période qui a permis l'essor de toutes les grandes civilisations. Donc ça veut dire quelque chose. Si on sort de la période qui a permis l'essor des civilisations, ça veut dire donc notre civilisation, on va le voir, va être à la peine. Alors il y a une deuxième occurrence, elle est en 2015. Là, on a rajouté ce qui concerne le changement d'usage des sols, notamment la déforestation. Là, on avait 4 limites. Et puis, petit à petit, depuis lors, on a égrené les différentes limites. Alors, celle qui concerne les pollutions chimiques, c'est tout ce qui va concerner l'introduction des radionucléides dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être les polymères, ça peut être des métaux lourds, toutes choses qui ne doivent pas figurer dans la biosphère, ou alors Aussi, concentration, et l'introduction de ces éléments, évidemment, perturbe tout le système. On a ajouté ensuite une limite concernant l'usage de l'eau douce. L'eau douce, c'est l'eau qui circule, c'est l'eau rivière, c'est l'eau des lacs. L'eau verte, c'est celle qui est en quelque sorte enfermée dans les sols, et ça, c'est plutôt le fruit de la vie elle-même. Et puis, voilà, ça, on a les 6 limites et on a rajouté, elle était déclarée franchie au moment du sommet sur les océans en juin dernier, et l'article de référence est paru en septembre. On a ajouté une 7e limite, là, vous ne la voyez pas en orange, mais c'est celle qui concerne l'acidification des océans. Là, c'est un effet direct, si vous voulez, du changement climatique et donc de la concentration de CO2. Les mers absorbent la moitié du CO2, et le CO2, comme vous le savez, on appelait ça autrefois l'acide carbonique. Ça acidifie les océans, ça en change le pH. Et là, on a décidé que le pH désormais avait atteint un niveau dangereux pour la constitution des êtres vivants dans les océans. Alors, il reste 2 limites. Alors, une, la concentration atmosphérique des aérosols, c'est curieux qu'il l'ait nommé parce que pour le Nord, on a résolu le problème avec, à l'issue de la conférence de Stockholm en juin 72, dans toute la décennie 70, on a réussi à filtrer les cheminées d'usine. C'est moins le cas au Sud. Alors, à la fois, c'est soit des émanations industrielles, soit des émanations dues à l'agriculture. Et là, ces aérosols, donc c'est des petites particules de matière qui montent dans les airs, comme indique leur nom, et qui vont réduire la quantité d'énergie solaire qui arrive au sol, perturber la mousson, etc. Simplement, c'est à échelle locale et pas globale. Donc, il y a bien des perturbations. On a bien atteint un niveau qui perturbe le système, mais qui ne le perturbe que localement, d'où le fait qu'on ne soit pas dans l'orange.
et puis l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique dû à nos gaz CFC qu'on utilisait par exemple pour les compresseurs de réfrigérateurs, pour les bombes aérosols, etc. Il y avait toutes sortes d'usages industriels. Eh bien, là, c'est le protocole de Montréal. C'est la seule victoire contre une pollution qu'on ait vraiment réalisée en plus de 50 ans. Le problème pourrait revenir, mais pas avant plusieurs décennies. Donc, voilà ce référentiel des limites planétaires. On va en quelque sorte, si vous voulez, l'interpréter. Hein. On va l'interpréter. On va tirer un certain nombre de leçons, 5 leçons. Et c'est une façon de tirer, si vous voulez, la moelle de ce que nous apprend ce référentiel. Et donc, on va déjà tout d'abord s'intéresser à qu'est-ce qui occasionne, quelles sont les causes de cet état que vous avez vu, hein, de cette transgression des limites planétaires. Eh bien, la première des causes, c'est la démographie. Tout simplement parce que nous sommes une espèce animale et ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est que du fait de notre accès en degré très élaboré et mouvant, dynamique, des techniques, eh bien, on échappe, nous, à ce qui prévaut pour toutes les autres espèces. On appelle ça l'autocontrôle. C'est-à-dire les espèces contrôlent les unes les autres la démographie de chacune d'entre elles. Et ça, ce n'est pas le cas pour l'humanité, mais nous restons une espèce vivante. Alors, comme une espèce vivante, on se nourrit des mêmes choses que les autres. Et par exemple, tout ce qui est à la base de la vie, c'est-à-dire la production primaire nette, c'est toute la photosynthèse de la biosphère terrestre, eh bien, on en consomme une très grande partie. Évidemment, en consommant une très grande partie, bien, on la prend aux autres. Et on crée un déséquilibre dans le vivant. On occupe beaucoup trop de surface. Vous verrez que par exemple, la conférence de CUNY-Montréal de mars 2023, c'est une réaction à ça. On y reviendra à une demande de réensauvager. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, alors maintenant, si j'étais dans un monde imaginaire qui n'est pas le monde réel, hein, si j'imaginais qu'on se nourrissait tous essentiellement de choses locales, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, eh bien, on aurait à peu près tous le même poids en termes d'impact sur la biodiversité. On aurait besoin à peu près tous de la même surface pour régénérer notre air, régénérer notre eau et produire notre alimentation. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Notre nourriture, on va la chercher aux antipodes, on utilise la chaîne du froid, on utilise des transports. Donc la nourriture industrielle moderne, elle exige tout le système industriel. Et donc là, si on regarde si vous voulez, la responsabilité des uns et des autres, eh bien, elle est très directement corrélée au revenu. Plus je suis riche et plus je détruis. C'est très simple. Hein. Les 10% les plus riches de la planète, on en fait tous partie, émettent à eux seuls à peu près 43% des gaz à effet de serre mondiaux, alors que les 50% les plus pauvres n'émettent que 15% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc voilà. La première cause de dégradation démographique, alors entendons bien, je ne vous demande pas de vous oxyre les uns les autres. Hein. En plus, c'est un problème qui se règle de lui-même. On a partout aujourd'hui une baisse notable du taux de fécondité. On s'attend d'ailleurs, chiffre de l'ONU, que l'humanité dans sa globalité, on est 8 milliards aujourd'hui, eh bien, on s'attend à être à peu près 2 milliards en 2050. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, vous verrez pourquoi dans le reste de mon développement. Mais en fait, on s'attend à ce que le taux de fécondité moyen sur Terre soit d'un enfant pour 6 par femme dès avant le mi-temps du siècle. Alors que, comme vous le savez, pour maintenir une population à égalité démographique, il faut un taux de reproduction de 2,2. Et dans un pays, par exemple, comme la Corée du Sud, qui est le pays qui a le taux de reproduction le plus faible au monde, on est à 0,7 enfants par femme. Donc, on va voir un moment où on va voir cumuler les difficultés d'une démographie pas trop importante, mais elle va vraiment très rapidement se réduire, surtout dans la seconde moitié du siècle. Et puis, on va tirer maintenant un certain nombre de leçons quantitatives. Et eh bien, c'est tout simple. Pourquoi a-t-on mis cette planète, outre la démographie, dans l'état que vous avez vu? Ben, c'est très simple.
hein. C'est tout simplement la hauteur de nos flux, c'est nos flux de matière, c'est-à-dire c'est les objets qu'on consomme, c'est l'énergie qui est nécessaire à produire, à transporter, à conserver ces objets. On vient de le voir juste avant, c'est les surfaces qu'on aménage, et puis c'est la hauteur des services qu'on sollicite. Donc, vous l'avez compris, si on veut euh, réduire ces transgressions et petit à petit revenir dans ce référentiel appelle un espace de sûreté de l'humanité, eh bien, la première chose qu'il convient de faire, c'est de produire moins d'objets, c'est d'aménager moins de surface et c'est de solliciter moins de services. Bah, ça s'appelle la décroissance et en général, c'est quelque chose qui n'enthousiasme pas les foules. Et alors, non seulement ça, mais deuxième point extrêmement important, parce que le type d'agriculture qu'on pratique aujourd'hui, là tout à l'heure, je suis passé trop vite là, sur la question de l'eau verte. Eh bien, en fait, ce qui permet de maintenir l'eau dans les sols, c'est la vie. Et nos méthodes d'agriculture industrielle détruisent la vie dans les sols. C'est pourquoi nos sols sont de moins en moins capables d'y maintenir l'humidité. Donc, si on veut restaurer le vivant, il faut arrêter d'utiliser des biocides, de tuer la vigne. Et c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Là, il faut que j'aille vite, on pourra dans les questions en reparler. Et puis, eh bien, évidemment, et le troisième chose qu'il conviendrait de faire, hein, est de produire moins, donc décroître démographiquement, décroître en termes d'industrie, shifter vers l'agroécologie. Et puis, ça, c'est d'ailleurs le résultat de la conférence de Cluny de Montréal, en mars 2023, il faut réensauvager. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'accord de cette conférence, c'est de réallouer 30% des surfaces végétalisables à la nature, avec 10% de ces 30, donc un tiers, en ce qu'on appelle protection forte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la libre évolution, c'est-à-dire laisser la nature reprendre son libre cours. C'est le seul et le meilleur moyen de restaurer, si vous voulez, la planète vivante. Alors, simplement, ce n'est pas pour vous affoler, mais pour que vous vous rendiez compte de ce que ça signifie. Une étude a été publiée il y a un an, c'était fin janvier, non pas 2026, mais 2025, une étude produite par des actuaires, donc des gens qui travaillent pour évaluer les risques pour les assurances, à l'Institut international d'actuaires et à l'Université d'Exeter. Eux ont évalué qu'avec une augmentation de la température de plus 2 degrés, alors quand on dit plus 2 degrés, c'est par rapport à la période de référence, c'est 1850-1900, et 2 degrés en moyenne. Alors, quand on dit 2 degrés en moyenne, ça veut dire que sur une moyenne de 10 années, au moins, on ne descend pas en dessous de ces 2 degrés. Là, ça nous donne 2 milliards de personnes qu'on ne peut plus nourrir, donc 2 milliards de morts, si vous voulez. Et puis, 25% du PIB en moins. 2 degrés, je vous le rappelle, on aura déjà des années à 2 degrés à la fin de la décennie 2030, et on passera au courant de la décennie 2040 à 2 degrés sur 10 ans. Donc, c'est très bientôt. Et 3 degrés, on serait peut-être en 2060, 2070 plutôt. Et là, ça serait 50% du PIB selon cette étude et 4 milliards de gens qu'on ne peut plus nourrir, 4 milliards de morts. Ce n'est pas très réjouissant. Alors bon, on va peut-être commencer par le vivant, la biodiversité. Il faut bien que vous ayez en tête que la fin de toute cette affaire, de toutes ces leçons, c'est de restaurer la vie sur Terre. Donc effectivement, la vie, c'est la chose la plus importante. La vie, c'est la finalité. Le climat, c'est le moyen. C'est l'écrin qui est favorable en raison de paramètres que sont l'humidité et la chaleur, qui est favorable à l'essor de la vie sur Terre. Si tout était glacé, il y aurait très peu de vie. Et tout était une température trop élevée. Hein, si les températures basses sur Terre étaient de 50 degrés, il n'y aurait pas de... Non. Il y a juste quelques bactéries thermophiles, mais je ne sais même pas si elles auraient pu se développer. Alors, de manière générale, si on regarde si vous voulez, pour vous donner une idée, on va mesurer la biomasse des vertébrés terrestres. Et si je regarde la biomasse des vertébrés terrestres, et si je regarde la part sauvage là-dedans, il y a 20 ans, c'était 3%. C'est moins maintenant, c'est probablement plutôt plus près des 2. Et donc, un tiers de cette biomasse des vertébrés terrestres, ce sont les êtres humains, et les 2 autres tiers, ce sont leurs animaux domestiques.
des poulets au bœuf, si vous voulez. Donc en fait, toutes les grosses bêtes sauvages, on les a tuées. Il reste rien. Alors jusqu'à là, on disait, bah, c'est pas trop grave, on a tué les grosses, ça reste les petites. Bah non, ça va pas beaucoup mieux pour les petites. Là, on va s'orienter du côté des arthropodes. Alors tout d'abord, du côté des insectes volants, c'est une première étude qui avait été conduite en Allemagne sur une soixantaine de zones. Et à l'issue de la période d'étude, en fait 27 ans, donc presque 30, eh bien, on s'est rendu compte qu'on mesurait, si vous voulez, la population d'insectes volants avec des tentes malaises, donc des tentes avec une pointe ajourée, avec un récipient qui piégeait tous les jours un certain nombre d'insectes. Et on s'est rendu compte que, eh bien, la dernière année, on avait 80% d'effectifs en moins par rapport au prélèvement de la première année. Et là, ce n'était que les insectes volants. On a conduit une deuxième étude, toujours en Allemagne. Et là, on ne s'est pas intéressé simplement aux insectes volants, mais aux arthropodes. Les arthropodes, c'est l'inverse des vertébrés. Les vertébrés sont structurés de l'intérieur, les arthropodes sont structurés de l'extérieur. Ça va de l'insecte au crabe. Et là, on s'est intéressé aussi aux petites bêtes des sols. Et là, cette étude n'a duré que 10 ans, et on s'aperçoit en 10 ans que, en tout cas pour les prairies, parce qu'on a distingué les prairies des forêts, en prairie, en 10 ans, on a la même baisse des effectifs qu'on avait en 27 tout à l'heure. Donc, il y a une accélération. Et puis, alors cette baisse est moins importante dans les écosystèmes forestiers, c'est que 40% de baisse. Mais en revanche, qu'il s'agisse d'écosystèmes forestiers ou de prairies, eh bien, à l'issue des 10 ans, on a chaque fois un tiers des espèces dont on trouvait des témoins au début de l'étude, dont on ne trouve plus aucun témoin à la fin de l'étude. Donc on a 36% des espèces qui ont disparu. Alors, si on généralise ces chiffres, c'est effrayant, c'est-à-dire que la vie devrait disparaître très rapidement. Voilà, il y a probablement peut-être un petit biais, mais en tout cas, la tendance générale est un effondrement de la vie autour de nous. Ça n'a rien d'étonnant, hein. Alors là, les premières causes ne sont pas le climat. Pour le moment, le climat, c'est la troisième cause, mais elle va devenir assez rapidement dans la décennie probablement la première cause. Alors, là maintenant, on va s'intéresser à l'enjeu essentiel. Alors, je vais vous montrer ça. On va s'intéresser à l'enjeu essentiel qui est celui du dérèglement climatique qui, vous l'avez compris, atteint déjà une vie sur Terre qui n'est pas en très bon état. Et donc, là, on va s'intéresser tout d'abord aux populations humaines, et même exclusivement aux populations humaines. Et comme vous le voyez sur ces schémas, on va distinguer deux grandes zones de répartition de la densité des populations sur Terre, hein. Et on peut distinguer deux grandes zones. On peut distinguer les zones tempérées, alors au sens très large, hein. On va de 11 degrés de température moyenne jusqu'à 20. Et là, c'est la partie que vous avez à gauche, ça va du vert au bleu. Et là, bah, vous voyez, c'est plutôt quand on se rapproche du sommet que vous avez la densité la plus grande. Et puis quand on va vers le froid, vous le voyez là, vous avez un très lent décrescendo. En revanche, si vous regardez du côté des zones dites tropicales, donc les plus chaudes et les plus humides, eh bien, on a une répartition assez égale de la population, et on a une baisse très nette lorsqu'on est à 27-28 degrés. Et puis 29-30, il n'y a pratiquement plus de vie permanente, et au-delà de 30, il n'y a plus de vie humaine permanente. Et donc, ce qui est important dans ce schéma, là, vous avez 2000, vous avez 1800, mais vous auriez pu mettre 1600, vous auriez pu mettre ça du temps de l'assassinat de Jules César, au moins 44, etc., peu importe. Vous auriez trouvé la même répartition, la densité. Évidemment, le total de la démographie, là, il évolue, hein. On est 15 millions au début du néolithique, en gros 10 000 ans avant l'ère chrétienne. On est à 350 millions au moment du début de l'Empire romain. On est à 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1900, 3 milliards en 2000, 6 milliards 3 milliards en 1950, 6 milliards en 2000 et 8 milliards aujourd'hui. Ok, d'accord, mais en fait, la densité elle-même, c'est-à-dire les plus grandes densités, sont aux mêmes endroits quelle qu'ait été la démographie mondiale et dans toute l'histoire.
Et donc là, ce n'est pas très difficile à comprendre. Si vous avez un réchauffement moyen de la température de 2 degrés, alors il faut que vous sachiez que quand on prend la moyenne du côté des océans, et c'est 65% de la surface sur Terre, on est largement en dessous de la moyenne. Aux tropiques, on est à la moyenne. Et puis, quand on monte des tropiques vers les hautes latitudes, eh bien là, on peut aller jusqu'à 3 fois, même parfois 4 fois le réchauffement moyen sur ces régions-là. Donc, sur toute l'aire tropicale, si vous déplacez de 2 degrés, vous voyez bien que tout le schéma, à droite et à gauche, se déplace de 2 degrés. Et évidemment, si vous allez au-delà des 2 degrés, bien, je vais vous montrer certains schèmes, vous allez les voir, vous allez comprendre. Alors là, par exemple, les taches noires, c'est là où vous avez 29-30 degrés. Le brun, c'est ce que vous auriez comme zone inhabitable, le brun assuré à 2 degrés. Et le brun plus clair, c'est ce qui deviendrait très difficilement habitable à 3 degrés. Donc, vous voyez bien que l'habitabilité de la Terre, elle va quand même en prendre un coup. Et vous avez un autre schéma que je vais vous montrer là, qui est celui-là. Pareil, donc les zones qui seront les plus sensibles, où l'habitabilité va reculer dès le dépassement des 2 degrés, c'est les zones presque en couleur sable. Et quand vous allez vers le brun, c'était le brun clair de tout à l'heure. Et vous voyez que c'est vraiment quand on se rapproche des pôles que là, on a une zone verte qui sera la plus habitable et qui concerne une partie de l'Europe, mais pas toute l'Europe, comme vous pouvez le constater ici. Donc ça, c'est vraiment un drame énorme. Et à ça, là, je n'ai parlé que de la chaleur sèche. Or, une des incidences du dérèglement climatique, eh bien, c'est ce qu'on appelle la chaleur humide. Ça veut dire quoi, la chaleur humide? Eh bien, en tant que mammifère, nous, on doit maintenir notre température à 37 degrés à l'intérieur, 35 degrés sur la peau. Et le corps, hein, notre physiologie, utilise une loi physique, le fait que lorsque un corps passe de l'état liquide à l'état gazeux, cela consomme des calories, cela mange des calories. Donc, quand notre sueur s'évapore sur notre peau, c'est grâce à ça que l'on régule la température intérieure par rapport à la chaleur. D'accord? Donc, dès que vous avez un taux de 60% d'humidité, eh bien là, le système commence à dysfonctionner. Par exemple, là, vous voyez déjà 32 degrés Celsius, mais 70% d'humidité, on est déjà dans la zone, dangereuse. Donc, et même possiblement mortelle. Donc, et 34 degrés et 55% d'humidité, c'est pareil. Là, on commence à aller dans la zone mortelle. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 5 à 6 heures, on meurt. Tout simplement parce que quand ce système dysfonctionne, on ne peut plus évacuer la chaleur et elle monte d'1 degré par heure. Et donc, en 5 ou 6 heures, le cerveau atteint une chaleur trop importante et on meurt. Donc, voilà cette question de la chaleur humide. Alors, elle va affecter toutes les côtes tropicales. Elle va affecter les zones à mousson, par exemple le piémont himalaya. Et là, pour tout ce qui est tropical, alors pas le piémont himalaya, parce que là, c'est lié à la mousson, mais pour ce qui est les parties côtières, c'est pratiquement toute l'année, puisqu'il n'y a pas de saison. C'est pratiquement toute l'année que vous aurez une chaleur humide totalement insupportable. Alors, nous, on pourra peut-être dans certains cas la supporter, mais les êtres vivants la supportent beaucoup moins que nous. Un chat ou un chat va mourir largement avant nous, et les bovins, par exemple, meurent largement avant nous, en cas de chaleur. Et les plantes, à partir au-delà de 45 degrés, alors entre 40 et 45, elles ferment leur stomate, elles arrêtent la photosynthèse, donc elles ne produisent plus rien. Elles protègent, elles maintiennent leur humidité pour essayer de passer la phase difficile. Mais dès qu'on dépasse les 45 degrés, eh bien là, si vous voulez, on atteint la limite génétique. C'est-à-dire les plantes commencent à griller et à crever, tout simplement. Et donc là, si vous voulez, en chaleur sèche, ça revient à la chaleur sèche, maintenant, les journées à 50 degrés, il faut les compter du sud de l'Europe, surtout nord de la Méditerranée, jusqu'en Australie. C'était rarissime autrefois. Maintenant, c'est devenu tout à fait récurrent. Et avec une augmentation moyenne de la température à 50 degrés, on pourrait avoir à Paris, d'ailleurs Paris avait une mission qui s'appelait Paris à 50 degrés, on pourrait avoir des pointes à 50 degrés. Vous n'aurez pas un mois à 50 degrés, mais vous aurez des pointes à 50 degrés. Or, 50 degrés, ça détruit tout.
l'asphalte devient de la guimauve, tous les systèmes, adduction d'eau, adduction d'électricité, surtout l'adduction d'électricité commence à poser des problèmes, peuvent flamber. Vous avez eu le cas, par exemple, à Hawaï, l'an dernier, la capitale d'Hawaï a complètement brûlé. Et vous aviez un petit village canadien qui avait aussi brûlé avec des températures à 50 degrés. On peut aménager un peu certaines infrastructures pour qu'elles soient plus résilientes, mais ça coûte très, très, très cher. Donc là, vous voyez que, bah oui, la Terre est en train de devenir beaucoup, beaucoup moins habitable. Et là, j'ai regardé que l'évolution de la température moyenne. Maintenant, si je regarde, si je regarde les événements extrêmes, par exemple, si j'ai une maison, moi j'ai travaillé là pour la Banque Postale, on a fait une étude qui nous montrait que dans les années qui viennent, on va avoir 1 milliard d'euros par an pour simplement la seule rétractation. Tu sais, quand les argiles gonflent et se rétractent avec la pluie d'un côté, puis ensuite après la sécheresse, ça fiche les maisons en l'air, ça pourrait être à peu près 1 milliard de flux annuels par an. Alors qu'on imagine un fond vert de 5. Mais non, le problème, c'est qu'il y a des incendies. Les incendies s'approchent des villes. On a des sécheresses, on a des inondations, on a des cyclones, on a des tempêtes. Et bien évidemment, si vous mesurez tout ça, là, c'est les milliards qui vont commencer à filer et on s'inquiète beaucoup sur l'assurabilité d'un certain nombre de biens. Et surtout, évidemment, vous l'avez deviné, ces événements extrêmes vont éroder, et c'est déjà le cas, nos capacités de production alimentaire. Vous prenez un pays comme la France, depuis en gros les années 2020, eh bien, on connaît une baisse régulière de production et donc les aléas climatiques l'emportent largement sur l'amélioration génétique des plantes. 2021, on a eu une chaleur précoce et ensuite une période de gel. 2022, on a eu une canicule. 2023, 2024, on a eu un excès de pluie, etc. Et donc, par exemple, en 2022, l'excès de chaleur, c'était pour la moitié de la production de maïs en France, moins 53%. L'Espagne, en 2023, c'est une sécheresse précoce et c'est 65% de production céréalière en moins. Donc évidemment, quand vous répétez que l'occurrence de ces phénomènes se répète et se diffuse géographiquement, c'est évidemment la production mondiale de nourriture qui en prend un coup. Donc voilà très rapidement. Alors, si on avait ces problèmes sont déjà énormes, c'est moins qu'on puisse dire, mais on n'a pas que ces problèmes, les amis, on en a encore d'autres. On a des problèmes qualitatifs, c'est-à-dire qu'en fait, nos manières de produire ne sont pas celles de la nature. Faire un petit détour philo pour vous faire comprendre ça, mais vous prenez l'ensemble des atomes de la matière visible, c'est 10 puissance 80. Mais bien entendu, 10 puissance 80, c'est la totalité des atomes de la matière visible. Maintenant, si je regarde les possibilités combinatoires à partir de la base biochimique du vivant, j'ai 1 350 000. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Et donc, la vie en 3,7 milliards d'années n'a parcouru qu'une infime partie des possibilités combinatoires biochimiques. OK? Et en plus, la vie, eh bien, comme vous le savez, il y a eu 5 grandes extinctions, donc elle s'est reconstruite 5 fois de façon consécutive, et elle efface les traces de son parcours. Ce qui fait qu'en fait, la vie a construit un modus operandi, mais on ne peut pas le connaître et on ne le connaîtra jamais. Bon, alors, très partiellement. Ce qui fait que nous, quand on produit une nouvelle molécule, déjà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Il faut la mettre dans les écosystèmes pour savoir. Et puis surtout, nous, quand on produit une molécule, on n'écoute pas la nature, on écoute Lavoisier. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, on accroche la molécule elle-même, et ça crée des macromolécules de synthèse. Et la nature, quand elle voit une macromolécule de synthèse, donc produite par le génie humain, la nature, elle reste quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je ne sais pas faire. À la différence des macromolécules naturelles, que la nature sait ramener à leur état atomique, et donc il n'y a pas de déchets, sauf le pétrole, le charbon et le gaz. Mais ce sont les seuls déchets. En général, la biosphère les rejette en dehors d'elle, pour aller les chercher en profondeur. Nous, non. Nous, nos macromolécules, par exemple les plastiques, s'accumulent dans nos cellules, nos tissus, dans les milieux, dans l'air, dans les sols, dans l'eau.
Une étude récente avait été faite sur le placenta des bébés européens. Eh bien, on devrait parler de plasticenta, parce que le placenta est recouvert de matière plastique. Donc, voilà. Et là, évidemment, on ne pourra pas continuer indéfiniment à agir de la sorte. On est en train de casser la vie. Comme avec nos biocides, on casse la vie. Et donc, on ne pourra pas poursuivre notre obstination destructrice de façon indéfinie. Donc, en fait, c'est un peu comme si nous, on produisait une nature alternative dont la nature de référence ne sait que faire et qui est essentiellement perturbatrice. Donc, vous imaginez bien, pour nous apprendre à produire autrement, alors il y avait l'autre, il y a le travail d'Olivier Amand qui oppose la robustesse propre au vivant à la performance qui nous est plutôt propre. Ok, mais ça va nous mettre des décennies. Ok, et là voilà, on arrive aux leçons spirituelles et on aura encore une leçon qui sont les leçons normatives, j'essaie d'aller vite. Alors, leçon spirituelle, il n'y a pas de société. Il n'y a aucune société sur Terre qui ne définisse une manière dominante de réaliser son soi. Si vous regardez l'Iliade et si vous êtes intéressé au personnage d'Achille, c'est assez frustrant la spiritualité d'Achille. Comment se réalise-t-il lui-même? Eh bien, c'est en tuant Hector sur les murs de Troie et en s'immortalisant de la sorte. Je ne vous conseille pas de lire dans cette perspective l'Iliade. Hein. Si vous allez voir du côté d'Aristote, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Pour Aristote, on réalise son humanité en développant ce qui nous est propre, ce qui est proprement humain. C'est-à-dire par les sciences et la philosophie, on va développer notre raison spéculative. En participant à la vie de la cité, on va développer notre raison pratique, c'est-à-dire liée à l'action. Par les arts, on va mettre en forme humaine notre sensibilité. Voilà, après, le christianisme, c'est le salut, le bouddhisme, c'est l'éveil, mais vous allez chez je suis du côté de Staline, la spiritualité, on vers des choses plus frustres, mais bon, pour Stakhanov, sa spiritualité, c'est sa contribution à la production, entre guillemets, de l'homme nouveau, et donc lui, c'est en charriant X tonnes de charbon par semaine, il y contribue. Et puis, si vous regardez notre société contemporaine d'aujourd'hui, la spiritualité dominante, vous le savez très bien, c'est le consumérisme. Comment je me réalise? Je me réalise en acquérant un statut favorable qui va me permettre eh bien, d'acquérir des aides, faire des choses. Alors, la version très machiste, très masculiniste, voilà, j'ai réussi dans la vie, j'ai une belle femme, une belle maison, de beaux enfants, une belle piscine, une belle bagnole et tout est quantique. C'est pas forcément ce qu'il y a de génial en termes de spiritualité, mais c'est malheureusement comme ça que nous l'avons dans la modernité définie. Et évidemment, tant qu'on reste dans cette spiritualité-là, on mesurera notre destruction de l'environnement qui nous entoure. Alors, on reparlera dans la discussion de ce que j'ai appelé néo-animisme et néo-chamanisme, c'est-à-dire pas du tout contradictoire avec les religions instituées, y compris le christianisme. Voilà. J'arrive à la dernière leçon, qui est la leçon normative, si vous voulez. C'est-à-dire en fait, je pourrais partir de cela si je regarde les peuples traditionnels, et c'est ce que nous dit l'IBES, hein, c'est-à-dire la plateforme pour la biodiversité, qui est l'équivalent pour le vivant de l'IPCC, du GIEC pour le climat. Et donc là, eux, ils distinguent 4 modalités que les hommes peuvent nouer avec la nature. Eh ben, on peut déjà vivre de la nature et on n'a pas d'autre choix. Hein. Nous sommes les animaux, on se nourrit de nature. Et donc là, c'est la nature comme ressource. Alors nous autres, modernes, c'est tout ce qu'on a retenu. Tout le reste, vivre dedans, vivre avec, vivre autant que, on l'a bazardé. On l'a complètement bazardé. Et donc, ensuite, vivre dedans, eh bien, c'est effectivement vivre dans un écosystème. Si vous prenez une ville médiévale, vous avez des animaux dans la maison, vous avez de l'herbe, c'est du torchis, etc. Évidemment, il n'y a pas d'asphalte dans les rues. Dans la rue, vous avez des cochons, etc. À l'église, le Seigneur rentre avec son cheval dans la nef, etc. Et donc, en quelque sorte, une ville, c'est des éléments d'artifice dans un écran de nature. Si vous regardez une ville contemporaine, c'est l'inverse. C'est quelques morceaux de nature dans un écran artificiel.
Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment la modernité. Il faut que, en fait, on a imaginé avec la manière dont on a compris la transcendance que bah, Dieu était une espèce de pompe aspirante, avait aspiré toute la substance du monde, et le monde se réduisait. C'est le mécanisme deuxième moitié du 16e, début du 17e. Bah, le monde se réduit à un tas de cailloux, en fait, de particules inertes, sans autorité, sans capacité de comprendre, de ressentir, de contracter, de promettre. Donc, bah, évidemment, si le monde n'est qu'un tas de cailloux, pour se réaliser, les hommes doivent se détourner de ce monde et le détruire avec leurs activités économiques. Donc, effectivement, on arrive tout droit là où on est. Et puis, vivre avec, bah, là, c'est pareil, hein, l'hygiénisme va faire que on ne veut absolument pas qu'il y ait le moindre morceau de nature autour de nous. Alors, ça débouche sur des maladies, hein, ce qu'on appelle les maladies atopiques, qui touchent 30% de l'espèce humaine et qui sont de plus en plus graves. Ça peut être les dermatites, ça peut être l'asthme, ça peut être différentes formes de maladies. Et puis évidemment, la dernière, comment dire, dernière modalité de relation, hein, as en anglais en tant que en français, ben, c'est l'idée qu'on appartient à un tout qui nous englobe, nous dépasse et nous oblige, qui est la nature. Donc ça, c'est vivre en tant que nature. Alors, par exemple, d'un point de vue chrétien, bah, la Laudato Si renoue avec sa bonne aventure, avec les franciscains, et en imaginant que Dieu est d'une certaine manière présent dans la nature. Hein. Ce n'est pas le chrantisme, surtout pas, c'est le panenthéisme. Non. Et donc, évidemment, et du coup, bah, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas détruire, etc. Bon, là, on y reviendra si vous voulez dans la discussion. Et évidemment, ces 4 modalités de relation à la nature, eh bien, elles nous amènent à l'idée des droits de la nature. Les droits de la nature, ça serait les normes qui nous permettraient de revivre en harmonie correcte, pour autant qu'on vit d'eux, avec et en tant que nature. Par exemple, si vous regardez, je ne sais pas moi, si vous allez vous tourner du côté des Haka et dans la forêt primaire congolaise, c'est là où il y a Ebola, bah, les Haka qui vivent là depuis des milliers d'années, ils n'ont jamais contracté Ebola. Et la raison est très claire, c'est que pour eux, alors allez savoir comment ils le sont, c'est autre chose, je pourrais donner d'autres exemples, mais ce qu'ils appellent bois sacré, on s'est rendu compte que c'était les endroits refuges d'Ebola. Ils n'y vont jamais. C'est rigoureusement interdit. Et jamais un Haka ne va donner à manger un animal qu'il n'aura pas chassé lui-même. Il faut que vous sachiez que dans tous les peuples, on ne mange pas l'animal qu'on a chassé, on le fait manger à d'autres parce que on est animiste, donc on imagine, si vous voulez, que les liens entre les animaux sont semblables aux liens de parenté de notre côté, donc on a peut-être tué comment dire, le cousin du cousin, le fils du père, etc. Et pour qu'il ne se venge pas sur nous, on va le faire manger à d'autres. Mais un chasseur Haka ne va jamais ramener au village un animal qu'il n'a pas tué lui-même. Tout simplement parce qu'avant de le tuer, il va pouvoir observer s'il est sain. Alors qu'un Bantou, le occidentalisé, lui, il voit un animal fraîchement mort, et ça signifie pour lui, il est comme nous, de la viande à vendre sur le marché à 1 heure de marche. Et donc, il prend l'animal, il va le vendre, et vous connaissez la suite. OK. Et alors, je ne sais pas que dans les endroits, il y a des peuples premiers qu'on restaure les droits de la nature. On le fait, par exemple, je vous donne l'exemple de la lagune de Marmena. Mais si vous regardez le droit de l'environnement pour les forêts, ben, le droit de l'environnement, il était calé sur les activités économiques. Et il protège nos activités économiques. Ce qu'est une forêt, il n'en a rien à faire. Ce que serait un droit de la nature forestière, c'est un droit qui nous obligerait à respecter le cahier des charges propre à une forêt. Une vraie forêt, c'est au minimum 50 000 hectares. C'est certainement pas une collection d'arbres du même âge et de même essence. C'est de la vie, c'est de l'eau, c'est de la vie dans les sols, c'est de la vie dans les airs, c'est de la vie dans les arbres et sur Terre. C'est des connexions avec d'autres écosystèmes. Et donc, en fait, par nos savoirs aujourd'hui, on pourrait pallier le fait que nous ne sommes plus des peuples premiers et qu'on n'a plus cette empathie avec la nature. Mais on peut recréer des normes en s'appuyant sur les connaissances qu'on a développées durant désormais plus d'un siècle sur le fonctionnement de la nature. Donc voilà, si vous voulez, en dessinant, en tirant ces différentes leçons, je vous ai rappelé quelles étaient les causes, parce que sans bien les comprendre, on ne peut pas bien agir, les causes pour lesquelles on s'était mis dans cette panade que vous avez vu au début avec le référentiel des limites planétaires.
Et si on veut s'en sortir, c'est pas sûr qu'on le veuille d'ailleurs, mais si on veut vraiment s'en sortir, eh bien, il faut tirer ces autres leçons que j'ai tirées et qui sont une espèce de programme d'un basculement quand même très profond de civilisation qu'on ne peut pas réussir en 10-20 ans. C'est une question de décennies et c'est une question de temps, mais en même temps, il faudrait commencer très très vite. Donc voilà les amis, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et maintenant, nous sommes ouverts au dialogue. Alors, je vais peut-être arrêter le partage pour que je puisse vous voir. Et merci Dominique. Donc, on a un peu de temps, une demi-heure devant nous pour les questions et les réponses. Alors déjà, ce que je propose, c'est de prendre les questions. Donc, le premier sujet, si vous voulez, c'est de revenir un peu sur les causes, justement, hein. Oui. Euh, le pape François parlait du paradigme technocratique. On peut aussi évidemment entendre ici ou là une attaque systématique contre la logique du profit, la rentabilité, etc. Alors, pour vous, comment vous situez ces deux causes, paradigme technocratique d'un côté et question d'économie, de rentabilité de l'autre? Où est-ce que vous les situez et comment ça s'articule avec ce que vous Oui, venez de nous oui, expliquer? ils s'articulent tout à fait l'un à l'autre. En fait, la raison qui a permis l'essor des activités économiques modernes, et puis bon, ce qu'on appelle le capitalisme, hein, eh bien, c'est la révolution mécaniste. C'est le fait d'avoir imaginé, donc deuxième moitié du XVIe siècle et les premières décennies du XVIIe, que le monde n'était qu'un agrégat de particules régi par la loi du mouvement. Alors, on n'est pas encore aux atomes, il faut attendre la fin du XIXe siècle. On est dans l'idée d'une continuité des particules jusqu'à l'infiniment petit. Mais ces particules s'entrechoquent, hein, c'est ce qu'on avait déjà dans comment dire, le matérialisme antique, Démocrite, Lucrèce. Ces particules s'entrechoquent en fonction de la loi du mouvement et avec le fameux Clinamen, et puis du coup, ça donne toutes les formes. Alors après, Galilée va dégager la première loi du mouvement, la gravité avec Newton, et pendant très longtemps, on croit qu'une seule loi suffit à comprendre tout ce qui existe sur Terre. On était quand même relativement optimiste. Et petit à petit, on va s'apercevoir que le monde est quand même beaucoup plus complexe que ça. Mais on a à la fois l'idée d'un monde qui n'est qu'un tas de cailloux et un monde qui est infini, où les aspirations humaines sont elles-mêmes infinies. Et c'est ce que Marx avait vu. Il avait vu qu'il y avait chez Aristote le fondement creux de ce qu'il allait appeler le capitalisme, hein. Vous vous en souvenez, la différence que faisait Aristote entre l'échange économique et puis la mauvaise schématistique. Bah, l'échange économique, on est à Athènes, il y a un cordonnier qui fabrique des sandales, il y a un boulanger qui fabrique des galettes. Évidemment, si le boulanger chausse ses galettes, s'il ne va pas aller très loin dans la ville, et puis si le cordonnier mange ses sandales, il va mourir. Et donc, on échange les sandales contre les galettes, etc. Et évidemment, cet échange, il vise la satisfaction de certains besoins. Et les besoins physiologiques sont finis. Si je m'empiffre, eh bien, je vais mourir plus rapidement. Et même, vous vous souvenez, dans les années 70, ce film-là, la Grande Bouffe, où on se tuait en s'empiffrant indéfiniment. Donc, voilà. Et pour Aristote, ça revoit la métaphysique antique, hein, il y a pas, on a l'idée d'infini que dans les mathématiques, mais on pense que le monde n'est absolument pas infini, que l'infini est et d'ailleurs, les Grecs n'ont même pas le mot, hein, ils ont apeiron, c'est l'absence de limite, péras. Et donc, pour les Grecs, on pense que être un être, c'est être un être, c'est-à-dire c'est avoir des contours, c'est avoir des limites. Et tout ce qui n'a pas de contour est un scandale. C'est un scandale métaphysique. Nous, le pré-intérêt, par exemple, qui va être interdit par l'Église catholique parce qu'elle se fonde sur cette ontologie. Or, au contraire, avec la modernité, et ça c'est rendu possible par le mécanisme, eh bien, au contraire, on arrive dans un monde infini et un monde qui est un tas de cailloux. Donc, dans ce monde infini qui est un tas de cailloux, eh bien, les perspectives ouvertes à l'économie humaine sont elles-mêmes infinies. Et on connaît la suite, parce qu'évidemment, le monde n'est pas infini. La biosphère, on l'a vu tout à l'heure avec le système des limites planétaires, elle est bel et bien finie avec des révélations bel et bien particulières. Et quand on est transcendance, il y a tout ce que je vous ai dit qui nous tombe dessus, et c'est franchement pas la gloire. Donc voilà comment on articule l'un à l'autre. D'accord.
Alors, en fait, ce que vous dites, c'est que on a, finalement, les humains ont perdu, de vue les objectifs d'humanité, justement, et se sont trop concentrés sur, la consommation, la possession d'objets, et cetera, et ceci a entraîné, tout ce que vous avez dit. Donc en fait, la spiritualité dont vous parlez, c'est la vous avez parlé d'une spiritualité de la consommation, donc je dirais de très premier niveau. Et donc, comment vous la feriez basculer vers une spiritualité plus transcendante qui permet de sortir de ce désir de possession, de consommation? Là, si vous voulez, alors, le problème dans la spiritualité, c'est Approchez-vous, qu'on... s'il vous plaît, du micro, hein. Oui, oui, tout à fait. Et le problème de la spiritualité, c'est qu'on n'a pas de levier pour la changer. Ça change par en dessous. C'est des courants très profonds. Et on constate qu'ils sont là, ces courants profonds. C'est-à-dire, bah, vous voyez bien que notre monde est devenu fou. On a au pouvoir des kleptocrates, des psychopathes, et on voit jusqu'à quelle folie peut pousser le consumérisme. Un personnage comme Trump est assez intéressant. Et vous regardez tous ces psychopathes qui sont au pouvoir, ce qui les caractérise, c'est un sens de l'accumulation des biens qui est complètement fou, hein. Vous prenez l'ayatollah Khamenei, d'ayatollah que le nom, il a appauvri complètement son peuple, hein. Vous pouvez même pas, avec un rial, si vous n'avez même plus même pas un moindre cent de dollars. Et lui, il a un fonds souverain à lui tout seul de 95 milliards de dollars. Bon, voilà. Quand vous êtes dans le consumérisme fou, c'est fini. Donc, ça n'a aucun sens. Puis, on se rend bien compte que la nature autour de nous est en train de se dégrader. D'où c'est complètement fou. On voit ça dans les milieux industriels, cette espèce de vague chamanique où on va chercher un sens partout. On veut se raccorder à la nature. Il y a des thérapies alors qui n'ont rien de chamanique. Là, c'est la sylvothérapie qui nous vient du Japon. C'est plutôt quelque chose de scientifique au départ. Bon, mais on voit qu'on a cette appétence de se réancrer dans le monde, et puis on a une sorte d'appétence vers l'invisible. Alors c'est ce qui va jouer du côté des états modifiés de conscience, et moi j'accorde beaucoup d'importance à un phénomène qui est le phénomène de mort imminente. Euh, Parce que on va trouver des traces dans la mystique, c'est quelque chose qui a dû toujours exister, il y a des gens qui ont dû connaître ça, mais avant les progrès de la médecine, c'était quelque chose de rarissime. Or, désormais, la médecine a fait de tels progrès que les cas où l'on se trouve à un moment donné avec un électroencéphalogramme plat et on va pouvoir revenir à la vie sont devenus extrêmement fréquents, ce qui n'est évidemment pas le cas par le passé. Alors, ces expériences de mort imminente ont donné lieu à tout un tas d'expériences, et c'est quelque chose d'assez étonnant. Mais ce que je trouve fantastique dans ces expériences de mort imminente, c'est que, bah, à la différence de toutes les traditions religieuses, on n'a pas, si vous voulez, l'imaginaire comme ça, un Dieu et Satan, de certaine manière. Quand une expérience de mort imminente se déroule mal, eh bien, on ne vit pas l'expérience. On reste comme dans une antichambre. Alors, c'est un peu cauchemardesque, mais toutes les gens qui reviennent de ces expériences imminentes nous racontent tous qu'ils ont rencontré une espèce d'être d'amour et un être lumineux. Bah, on ne rencontre pas le diable à la place. Ça n'existe pas. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est universel, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre religion du monde. Quand on étudie ces expériences, les gens racontent le même parcours. Oui. Et ce parcours, il est orienté vers un sens de la vie. Il y a à un moment donné une sorte de revue de vie. Et quand les gens ont vécu cette expérience, ils sont en général bouleversés. Ils veulent plutôt faire le bien après, quand ils en reviennent. Ils n'ont plus peur de la mort, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une espèce de signal qui nous oriente, qui nous fait nous détourner d'un matérialisme trop étroit et d'une méchanceté, en fait. On est extrêmement méchant. Vous les rappelez, on a détruit tout ce qui vivait, en fait. Mais alors, Voilà. si j'essaye de vous suivre, euh, le renouveau spirituel qui devrait se produire, c'est euh, un cheminement individuel. C'est-à-dire qu'il faut attendre que suffisamment d'individus, les uns à côté des autres, partout sur la planète, que suffisamment d'individus aient pris conscience de tout ce que vous avez dit et soient sortis de cette consommation-possession pour aller vers autre chose.
Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre votre raisonnement. Alors, c'est pas simplement individuel, hein. Quand j'ai défini la responsabilité, la spiritualité, je vous ai dit, c'est la manière dont une société définit la réalisation de soi. Et notre société est en train de nous dire, alors c'est compliqué, tout le monde n'entend pas, mais en fait, beaucoup d'œuvres d'art, beaucoup de littérature, etc., nous disent, ben oui, l'accumulation des objets ne te rendra pas heureux. La fuite consumériste est plutôt frustrante. Et ça, c'est quelque chose. Alors, c'est moins vrai quand on rentre dans la consommation, comme les foules indiennes, les foules chinoises, mais assez vite, les bienfaits du consumérisme, parce qu'ils ont été vrais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on s'est arraché à la pauvreté quand même, eh bien, s'estompent. Et ce désir de sens se fait jour. Et donc, le désir de sens, il n'est pas individuel. Il est collectif. C'est déjà notre société qui le porte. Mais, effectivement, il va être conforté, relayé par la diffusion de ces expériences. Mais la diffusion de ces expériences, c'est un phénomène social. C'est un phénomène qui est lié à nos techniques, à l'état de notre médecine, à notre manière de faire. Et puis, D'accord. toutes les analyses sur il y a une littérature immense là-dessus. Ça contribue à faire société. Et ça s'arrache à la simple individualité. D'accord. Alors, en fait, là où vous faites un petit peu l'impasse, si je comprends bien, c'est que d'un côté, il y a la conversion individuelle qui est donc individuelle. De l'autre, il y a, on va dire, l'ambiance collective, l'inconscient collectif qui va nous pousser de plus en plus à ces recherches de sens et donc va inciter l'individu à faire ce changement. Et alors, où est-ce que la politique, là au milieu, le côté économico-social, on le met un peu de côté, il a moins de rôle. On ne va à côté, ça ne veut pas dire. Vous avez vu que cet aspect spirituel, il s'intègre à une bascule beaucoup plus générale, qui va toucher la manière dont on connaît, qui va toucher les techniques qu'on va déduire, faire découler de nos savoirs. Ça va toucher les normes, la récréation normes, ça touche la décroissance, ça touche la volonté de limiter l'économie. Donc non, le côté politique, il est là. Mais une politique tout seul, ça ne tient pas. C'est ça que je voulais vous entendre dire. En fait, Voilà. j'allais vous questionner là-dessus. Ça ne tient pas. Nos politiques démocratiques, elles ont tenu avec le consumérisme. C'est d'ailleurs pourquoi nos démocraties ont très bien vécu tant qu'il y avait croissance. Maintenant que la croissance commence à ralentir, qu'il y a des problèmes, en plus il y a un accaparement assez fou de richesses par les élites, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Et donc, on voit bien que l'organisation économique et sociale de la société était liée à cette spiritualité consumériste. Mais ce système-là, qui a très bien marché à un moment donné, est en train de s'effriter. D'accord. Donc pour vous, c'est les trois éléments qui qui se nourrissent les uns les autres. Individuel, inconscient collectif ou intelligence collective, comme on veut, et système socio-économique. Les trois choses s'articulent et s'entraînent les uns les autres. Oui, mais je vous dirais que la date aussi, c'est pareil. Il y a une analyse d'un paradigme techno-économique et il y a un appel à la conversion individuelle. C'est ça, la date aussi. C'est les deux. Oui. Et c'est corréler les deux. Voilà, ce que j'essaie de faire, moi aussi, c'est de corréler les deux. D'accord. OK, merci. Alors, ça répond à beaucoup de questions qui ont été posées, donc ça, c'est très bien. Euh, il y a quand même une autre série de questions qui est de dire, bon, ben, finalement, la nature va réguler tout ça d'elle-même. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, qu'on se convertisse ou pas, il y a une force qui est bien supérieure à tout ce que l'humanité peut faire. Et après tout, bah, oui, si on n'a plus ou on a moins de quoi nourrir la population, il y aura moins de population, bon, ben, c'est pas bien grave. Pour la planète, pour l'environnement, tout ça n'est un petit épisode très court. Ah, pour la planète, oui, pour nous, moi, tout le problème, c'est ça. C'est si on accorde de l'importance aux êtres humains ou pas. Si on se fout des êtres humains, alors là, vous avez complètement raison.
Si on continue nos bêtises, bah, même si on fait péter des bombes thermonucléaires, ouais, bah, il y a une vie qui ne sera pas la même, mais il y a une vie qui finira par revenir au bout de quelques millions d'années. Bon, ok, c'est pas ma vision des choses. Moi, je m'intéresse aux êtres humains et je suis un être humain et je me sens solidaire des autres êtres humains. Donc, dire aux autres humains, c'est pas grave, les amis, faisons toutes nos bêtises et on va disparaître, et les plus faibles vont crever en premier, c'est pas un message qui me ravit, hein. Donc, D'accord. ça, je sais très bien que quand on parle de difficultés écologiques, il faut bien se rendre compte que l'enjeu, c'est la vie humaine et les autres vivants aujourd'hui. C'est pas la planète. Elle s'en remettra très bien. Il lui faudra du temps, beaucoup de temps, mais elle s'en remettra très bien. Alors, si en revanche, on regarde ce que vous avez dit au tout début, on comprend que pour sauver l'humanité, il faut sauver la planète, au sens la nature, la biodiversité, tout ce que vous avez expliqué. C'est-à-dire que les deux causes ne peuvent être que liées. Sinon, que l'un ou que l'autre, ça ne marche Ça pas. marche pas. Ça marche pas. Si vous foutez les D'accord. êtres humains, c'est pas grave. On peut continuer n'importe quoi. OK. Bon, eh bien, Pas du écoutez, tout. bon, c'était un point important. Et on entend de plus en plus dans les milieux écolos, hein, cette nécessité de sauver l'humanité et la planète ensemble. L'un va aider l'autre et l'autre va aider l'un. Alors, on ne va pas sauver la planète, hein. On va essayer de sauver un état de la vie dont on a hérité, et donc les espèces qui le constituent. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, des questions un peu plus des objections, on va dire, hein. Allez-y. Euh, l'une d'elles, c'est de dire, bon, écoutez, est-ce que la spiritualité telle que vous en avez parlé, est-ce que c'est pas un peu un moyen d'endormir tout le monde, ou n'y a-t-il pas un risque que les gens soient plus dans cette approche de réalisation de soi, mais que les efforts euh, concrets par rapport à des actions concrètes écologiques soient un peu mises de côté. Ben non, parce que si vous êtes dans le consumérisme, euh, vos actions et tout ce que vous pourrez faire de concret détruit la vie sur Terre. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de ça, il n'y a pas d'issue. Et Ok. alors, il faut bien voir que ça se corrèle à des inégalités énormes. Alors, je donne un exemple d'un ami là, qui rencontrait cet été deux Indiens, un qui était climatologue et elle était philosophe de l'écologie. Et il lui racontait, ben voilà, en Inde, il n'y a pas de problème, les 5% les plus riches, ils vivent dans des appartements, des maisons climatisées. Quand ils ont à sortir, ils vont dans le garage, lequel garage est climatisé. Et donc la voiture, on met le climatiseur, en 2-3 minutes, elle est déjà à la température qu'il faut. Le climatiseur, comme il travaille avec un air qui est déjà frais, il va maintenir. Et quand la voiture sort, elle peut résister à une chaleur. On rentre dans un local climatisé. OK, ça va concerner au mieux 5% des gens. Et ces gens-là, s'ils sont égoïstes, ils iront jusqu'au bout. Ils feront crever les autres. Et ce qui est très étonnant, c'est que aux États-Unis, c'est maintenant la doctrine de Trump, hein. N'oubliez pas que Trump, c'est ceux qui lui ont fait son programme, là, le 2025 Project, c'est toute cette extrême droite de la tech. Et vous prenez un ténor de cette pensée, entre guillemets, hein, parce que franchement, c'est brut de décoffrage de la tech. Par exemple, Jarvis Courtine, il dit c'est très clair. Il faut supprimer les écoles publiques, il faut détruire les universités, et il faut déciviliser les populations. Il faut les laisser crever. Et ce qui compte, c'est qu'une petite élite dirige le pays et puisse continuer, elle, à vivre confortablement. Donc, en fait, c'est là où on en est aujourd'hui. Oui, oui. Ben, c'est une bonne transition avec la deuxième série d'objections, c'est de dire, bon, tout ce qu'on dit là, c'est très bien, on est tous plus ou moins d'accord, parce qu'on a, d'abord, on s'est inscrit à cette conférence, donc on a déjà une certaine sensibilité, mais aujourd'hui, on voit que la plupart des politiques, hommes et femmes,
sont quand même très éloignés des enjeux écologiques. Et donc, est-ce que c'est pas là le point le plus grave, que les dirigeants s'en fichent? Et si les dirigeants s'en fichent, un jour, c'est la révolution, ça va péter, quoi. Il va y avoir à ce moment-là une violence contre ces élites qui ne font rien. Oui, alors probablement, mais si vous voulez, alors nos politiques déjà sont pas tous les mêmes. Il y a une fracture. Il y a une fracture très importante, je dirais. Il y a une petite partie de la droite qui reste soucieuse des questions environnementales, et en gros, la gauche en est soucieuse, au moins elle fait semblant. Et puis l'autre partie de la droite, c'est-à-dire ça va des LR très à droite et toute l'extrême droite, au contraire, leur cœur de métier, c'est de nier tout ce qui est écologique. Et par exemple, le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, il veut détruire les éoliennes, ce qu'est en train de faire Trump, hein. Et donc, en fait, moi j'ai l'impression que durant les années, disons 2010, entre 2010 et 2020, cette partie-là des gens se sont rendus compte que pour vraiment répondre aux questions écologiques, il fallait changer de système économique. Et ils n'en veulent pas. Et donc, soit ils font semblant d'y croire, soit ils n'y croient pas, mais fut en avant technologique, et ça veut dire on va se protéger. Hein, c'est Musk qui pense d'aller se réfugier sur Mars, c'est Peter Thiel qui pense que les riches vont pouvoir se réfugier sur les océans, c'est ce qu'il appelle le sea steaming. Bon, donc voilà, c'est ça. Et ça concerne toute l'extrême droite. Alors, que une partie du peuple vote pour ces gens-là, ben voilà, c'est comme les gens qui ont voté pour Trump alors qu'il leur surprise leur assurance sociale. C'est le paradoxe de l'humanité, hein. Bon, les gens de... Ouais, c'est curieux. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre, mais enfin, en tout cas, il faut le constater. Mais je dirais que ce qui est très important derrière, il faut comprendre comment fonctionnaient nos démocraties. Nos démocraties, elles fonctionnaient à partir d'un consensus en creux. En fait, de la fin du 19e jusqu'au début de ce siècle, le consensus en creux était très clair. Il fallait s'arracher à la pauvreté et pour ce faire, maximiser la production. Que vous ayez été à droite ou que vous étiez à gauche, vous êtes d'accord pour ça. Et la richesse qu'on produisait, on était d'accord pour la redistribuer. Mais maintenant, si vous étiez à droite, vous pensiez que produire le plus de richesse possible, c'est libérer l'initiative des entrepreneurs. Si vous étiez à gauche, vous pensiez que c'était plutôt rationaliser la production. Si vous étiez à droite, vous pensiez que la répartition juste, éthiquement juste, c'était la répartition au prorata du mérite des uns et des autres. Si vous étiez à gauche, vous pensiez que la répartition la plus juste, c'était quand même de maintenir un resserrement, de maintenir resserrer les inégalités. Ok, très bien, mais ça pouvait permettre une alternance. C'est-à-dire que vous ayez été à gauche ou que vous ayez été à droite, on allait dans la même direction. Et ce qui fait la crise de nos démocraties, c'est que c'est fini. Ce consensus, il a volé en éclats, l'écologie le rend absurde. Et donc, du coup, l'extrême droite dit, bah non, nous cassez plus les pieds, nous, c'est fuite en avant. Et l'essentiel, c'est de protéger les riches en faisant croire aux pauvres qu'on va s'occuper d'eux. C'est ce qu'a fait Trump et ça marche très bien, hein. C'est ce que fera le Rassemblement national. Si vous regardez la manière dont a voté Bardella au Parlement européen, c'est systématiquement contre l'aide et contre le soutien à la partie la plus pauvre de la population. C'est archi clair. Il suffit simplement d'aller voir les votes. Mais on fait croire aux gens que je suis sympa, je suis jeune, je suis beau, votez pour moi. Ça, c'est le truc. Puis à gauche, on fait au moins semblant d'essayer de prendre à bras-le-corps les frères. Donc, on n'a plus de démocratie possible. Et c'est un énorme problème. Parce qu'il n'y a pas de chemin intermédiaire entre l'un et l'autre. Je peux intégrer un peu de high-tech dans ma manière de voir la vie, bien sûr. Mais je ne peux pas avoir pour objectif la fuite en avant, la destruction continue des écosystèmes. Ça, je dois changer le système économique. Et c'est ça la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de consensus en creux. Donc oui, une des tentations, c'est la violence, évidemment. Oui, voilà, c'est ça, c'est le risque. Ben, c'est le risque. Alors, bon, c'est marrant que vous me disiez ça parce que moi, j'ai passé 1 heure ce matin avec un journaliste de Libération qui m'a interviewé là-dessus à cause du dernier livre d'Andreas Mann. Bon, c'est compliqué parce que si Mais vous est-ce voulez... qu'il y a quand même, si vous voulez, par rapport à, on peut dire, tous ces gens qui sont totalement
qui s'intéressent pas du tout, qui n'ont pas du tout les enjeux écologiques en tête, bon, un jour, ils vont disparaître. Je veux dire, bon, heureusement, la durée de vie de ces gens-là est limitée, comme celle des autres. Oui. Alors, il y a quand même un phénomène plus général en ce moment qui est que la population, dans l'ensemble, semble quand même un peu se désintéresser d'écologie. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu en 2015 et tous les mouvements écolos qui gravitaient autour de Laudato Si et dans d'autres mouvances complètement éloignées, aujourd'hui, on a l'impression que ça, c'est un peu, j'allais dire, étiolé ou disons que ça faiblit en tout cas. Alors, Oui, si on a les c'est juste. politiques d'un côté et en même temps la population qui s'en fiche, Alors comment non, vous on peut voyez pas les dire que la choses? population s'en fiche. Là, il y a c'est la dernière fois qu'il a fait l'enquête de Daniel Bois avec Witkowski pour le compte de l'ADEME. Non, la partie des gens qui s'occupent de l'environnement, enfin qui se préoccupent, qui sont soucieux de l'environnement, elle est toujours là. Elle a très légèrement baissé, très très légèrement. Le problème, c'est qu'elle ne trouve plus de canal d'expression politique. C'est pas la même chose. Hein. Et donc, et puis en même temps, quand on lui propose des choses, bah, elle a l'impression que ça avantage les plus riches. Ça, c'est par exemple, on s'est aperçu que les gens les plus pauvres détestent les écolos, mais ils prétendent être plus écolos que les écolos. Donc, c'est compliqué. On ne peut pas dire exactement ce que vous avez dit. C'est un petit peu plus compliqué. Et puis, ça ne va pas se calmer. Parce que là, si vous voulez, on est vraiment à l'entrée de la seringue. Là, on rentre, je vous l'ai décrit tout à l'heure, dans un tunnel où on va être tabassé en permanence. Et donc dire l'écologie, non, c'est du bidon, c'est un hoax euh, comme Trump, ça ne va pas marcher bien longtemps. Ça ne marchera pas plus que son déni sur Epstein. Non. Bon, mais voilà, on est un peu dans ce cas de figure particulier. Et là, effectivement, pour le moment, les écolos mangent leur pain noir. Cela dit, ils n'ont pas forcément toujours été très malins. Hein. Ils sont quand même mis largement les classes populaires à dos. Ils ont quand même souvent un peu trop valorisé, si vous voulez, des changements trop brutaux, ou les techniques, des équipements chers que les riches peuvent se payer, mais pas les pauvres, etc. Voilà, côté écolo, on ne s'est pas très très bien débrouillé. Donc effectivement, on est dans cette phase qui est très très difficile. Ouais. Est-ce qu'il faudrait arriver à sortir l'écologie de la politique, en faire une discussion, justement, un débat à un niveau supérieur Oui, mais ça, c'est pour pas la sortie de la éviter politique. justement Hein. d'être récupéré à droite à gauche? Voilà. Non, mais ça, c'est pas sortir de la politique, c'est en faire une question qui relève de ce que j'appelais tout à l'heure le consensus en creux. C'est-à-dire une question Ouais. transversale, quand bien même on peut décliner la chose de droite ou de gauche. Là, moi, j'ai rencontré un ancien ministre de Macron, c'était pas pourtant ma tasse de thé, mais moi, je trouve vraiment extraordinaire que ce type, il veut faire revivre une écologie de droite. Ça, c'est fondamental. Il faut que renaisse une écologie de droite. On s'en sortira pas sans ça. Il faut que l'écologie revienne dans le consensus en creux. Ça, c'est fondamental. Et alors, si on revient maintenant sur euh, la question de la spiritualité et de la religion. Bon, alors, spiritualité, c'est un mot, bon, vous l'avez défini à votre manière, réalisation Oui, de c'est une des définitions soi. possibles. Hein. Il y en a plein d'autres. Ouais. Bon, euh, mais là-dedans, il n'y a pas beaucoup de transcendance dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement une élévation qui nous rapproche du Créateur. Or, Oui, si on non, s'approche du Créateur, on apprécie sa création et on respecte sa création. tout à fait. Ça, c'est la date aussi. Alors, oui, mais quand j'ai fait appel aux expériences de mort imminente, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles nous tirent vers le haut. La leçon de ces expériences de mort imminente, c'est qu'il y a un bien absolu et univoque. Et chacun de nous a une mission sur Terre corrélée à cette source, si vous voulez. Là, le chrétien va l'appeler Dieu, le bouddhiste l'appellera autre chose. Moi, je suis philosophe, donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas une spiritualité qui soit plus personnelle. Mais moi, je vais réfléchir à ce qui peut permettre à tout le monde de s'entendre. Et justement, cette figure du bien dans les expériences de mort imminente, ça renvoie à ce que vous appelez une transcendance. C'est ce qui nous tire vers un bien. On a du mal hein, avec ce bien.
mais ça nous tire vers ça. Ça nous oblige de nous dépasser. C'est ça. Donc, en fait, oui, votre définition, réalisation de soi, est dans une vue sociétale, elle a une composante transcendante, Ah, elle complètement. inclut une composante Elle transcendante. inclut une composante transcendante, c'est nous tirer vers ce bien univoque. C'est ce que nous demande le Christ dans les évangiles, à ce que je sache. Tout à fait. Et donc, pour vous, quelqu'un qui est, par exemple, dans la contemplation de la nature, euh, on- et qui s'intéresse beaucoup aux arbres, qui va embrasser les arbres, qui a donc une spiritualité, Oui, oui, oui. mais une spiritualité sans Dieu, une spiritualité basée sur la contemplation, pour vous, c'est, 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 c'est la même chose ou c'est une étape vers quelque chose de plus transcendant? J'ai une posture qui est cette posture transversale du philosophe. Après, évidemment, ce qui est intéressant avec ces expériences, c'est qu'elles sont universelles, c'est qu'elles ne dépendent d'aucune société, d'aucune église, etc. Tous les êtres humains les vivent, c'est quand même étonnant quand même, hein. C'est très étonnant. Après que j'interprète ça avec la spiritualité qui est la mienne, avec le type de relation que j'ai su instaurer avec Dieu, et que cet être lumière pour moi, ce soit Dieu, et que c'est une espèce de figure christique, parfait, j'ai aucun problème. Bon, D'accord. Alors, autre objection qui est assez, pas mal reprise sur le chat, c'est, bon, les expériences de mort imminente, d'accord, c'est très intéressant et il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'universel, très intéressant à observer. Enfin, on ne va pas attendre que toute la population mondiale ait connu une expérience de mort imminente pour pouvoir espérer que la conversion sera suffisamment massive pour changer de direction. oui, mais le fait que, si vous voulez, c'est une telle diffusion aujourd'hui, parce que c'est un individu sur 10, hein, c'est quand même pas rien, que c'est une telle diffusion aujourd'hui qui est une telle, comment dire, autant d'études, c'est fou, vous avez des milliers d'articles sur ce sujet, hein. C'est en soi un phénomène social. Et ça renvoie au fait que nos sociétés qui se sont fermées à plein de choses se rendent compte que oui, bah, effectivement, les états modifiés de conscience, c'est quelque chose de pas si extraordinaire que ça. Il y a énormément de gens qui en vivent, etc. Et tous les grands spirituels en ont vécu. Oui, bon an, mal an, il y a un espace qui s'ouvre comme ça, où vous comprenez que bah, avoir la belle bagnole, machin, etc., bah non, ok, mais bon, de part, ça pète toute la planète et franchement, ça vous rend pas heureux, qu'on peut trouver un sens autre à l'existence et que effectivement, le monde n'est pas absurde, mais que lui-même est chargé de sens, c'est déjà énorme tout ça. Et vous avez la part négative, la part de folie qui s'exprime maintenant autour de la consommation. On voit que ceux qui veulent consommer le plus sont prêts à faire crever tous les autres pour. C'est un signal spirituel négatif extrêmement fort. Alors, quelqu'un, sous forme de boutade, dit on peut espérer que M. Trump fasse une expérience de mort imminente. Bon, pas sous forme de boutade, mais est-ce qu'il faut comprendre dans votre raisonnement que bon, l'expérience de mort imminente est un moyen Oui, c'est une façon de se sensibiliser. d'accéder à un niveau spirituel, la contemplation de la nature peut en être un autre, la rencontre avec Jésus-Christ en est un troisième, et il y a celui des bouddhistes qui est encore différent. Donc il y a tout un tas de chemins qu'il faudrait promouvoir pour qu'il y ait encore plus de monde qui aille dans cette direction. Voilà, moi, si vous voulez, ces expériences de mort imminente attestent de quelque chose, que la conscience n'est pas enfermée dans une boîte crânienne, qu'elle est beaucoup plus large et que peut-être que tout ne s'arrête pas avec la mort. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et, et ça crée une espèce de sensibilité et d'ouverture plus générale. C'est ça que je vois. C'est en ce sens-là, moi, que j'interprète ça. Et ça, je vois que c'est une sensibilité qui s'élargit dans la société, qui s'élargit. Je suis très étonné de voir qu'on peut aborder ces sujets. Moi, si j'avais abordé ces sujets-là il y a 10 ans, ma carrière se serait arrêtée.
Et c'est plus... Aujourd'hui, vous trouvez que on en parle plus aisément et que on Oui, communique des idées, des expériences de ce type, des expériences spirituelles. On les communique à complètement. d'autres plus facilement. Complètement. Il y a un intérêt pour ça, et y compris dans les entreprises. C'est assez étonnant d'ailleurs, hein, de voir comment les soins chamaniques. Alors tout ça peut être récupéré sur du simple développement personnel, je suis bien d'accord. Mais il y a quand même une mentalité qui est en train de changer. Et elle change sur tous les plans. Elle change aussi sur un plan scientifique. On se rend compte que, bah, évidemment, qu'il y a même de l'intelligence dans les plantes, que les animaux ont parfois une intelligence qui est complètement étonnante, que la règle d'or est déjà chez les grands singes. Enfin, vous voulez, l'idée de l'univers qu'on s'était faite dans la deuxième moitié du 16e et début du 17e siècle, elle est devenue totalement obsolète. D'accord. Donc là, on commence à comprendre votre cheminement de pensée et cette convergence de l'humanité vers Tout à plus de fait. spiritualité, pour le Tout à dire fait. Tout à fait. simplement. Et donc, est-ce que, pour les dernières minutes qui nous restent, est-ce que vous pourrez nous donner un peu de l'espoir, quoi, de l'espérance à partir de cela ou à partir d'autres éléments dans vos observations, dans votre réflexion? Qu'est-ce qui peut donner de l'espérance à tous les gens qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront demain en replay? Eh bien, je dirais que la recherche du sens et de la générosité, alors que si vous écoutez certaines chaînes, si vous regardez, les réseaux sociaux sont des tombereaux de haine et de méchanceté. Et vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans le Minnesota, vous voyez très bien que vous avez une grande partie des gens qui ne se satisfait pas qu'on puisse exécuter quelqu'un d'innocent dans la rue. D'ailleurs, on voit avec ce qui s'est passé dans le Minnesota, là, aux États-Unis, que vous avez une grande partie de la population qui se réveille et qui n'accepte pas qu'on exécute une jeune femme de 37 ans, un jeune homme de 37 ans dans la rue. Alors, vous allez me dire, ils auraient déjà pu se sensibiliser que ce qu'on faisait subir aux Noirs, aux Hispaniques, etc. Dans le Minnesota, ils n'osent plus sortir. Et il faut, et ce sont des prêts d'ailleurs, souvent, il faut s'organiser pour aller leur apporter de la nourriture, tellement ils sont terrorisés par cette police. Et vous avez vu en Iran. Donc, il n'y a pas que des monstres sur Terre. Il y a des gens qui ont du cœur. Et il y a des gens qui sont soucieux de la vie autour d'eux. Et ce sont souvent les mêmes. Eh bien, ça suffit à nous dire que tout n'est pas perdu. Et que ça a un sens de se battre pour rendre ce monde plus humain et plus sensé. Voilà, ça c'est ma conclusion. Merci. Écoutez, c'est une fort belle conclusion et je crois on est nombreux à la partager parce que, évidemment, il y avait beaucoup de commentaires sur le chat qui allaient dans ce sens. J'imagine. Euh, Avec Oui, pas dans le évidemment chat, j'ai pas euh, regardé. la dernière question, si je peux me permettre, c'est que on a bien compris maintenant votre chemin de pensée, mais est-ce que vous croyez que l'humanité peut toute seule, avec ses petites forces, arriver à, à faire cela, ou est-ce que il faut l'aide, il De la faut, grâce. je dirais, l'aimantation de Dieu par-dessus? Ben moi, je dirais que les expériences de mort imminente, c'est une espèce d'aimantation de Dieu livrée de manière laïque sous caution scientifique. C'est assez étonnant dans le monde qui est le nôtre. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je remercie tout le monde pour les questions. Alors, je suis désolé parce que, évidemment, j'ai pas forcément repris toutes vos questions et tous les commentaires. C'était un petit peu difficile, mais j'espère avoir quand même, pour la majorité, posé les questions à Dominique. En tout cas, merci pour vos réponses. Donc, je crois on a bien compris maintenant votre pensée. Et ce soir, on a eu encore un, un- un- un autre point de vue sur cette question, très complémentaire à celle que nous avons eue, hein, avec l'islam, le judaïsme, le christianisme, qui, met- qui mettent le créateur et la création, je dirais, en première place, en première position. Vous ne l'excluez pas, mais en Bien tout sûr. cas, vous attendez aussi ces expériences spirituelles qui doivent pousser l'humanité à se convertir euh, vers un monde Meilleur. moins matérialiste, moins consumériste. Tout à fait.
Merci à tous Voilà. encore une fois. Merci à Je vous, vous merci à souhaite tout le une monde. bonne soirée et j'espère à très Bonne bientôt. soirée. Voilà, au revoir. Au revoir.